Quand mon fils a demandé pourquoi nous n'étions pas allés au voyage de famille que j'avais payé, ma mère a juste dit « C'était plus simple sans toi ». Un mois plus tard, quand elle a demandé si j'avais déjà payé les factures d'électricité, j'ai répondu « Demande à ceux que tu as emmenés en vacances ». J'avais l'habitude de penser que j'étais la personne responsable. Vous savez, celui qui faisait tout fonctionner pendant que les autres se contentaient de vivre. Mon nom est Blake. J'ai 32 ans et j'ai toujours été le genre de personne à gérer les choses discrètement, les factures, les courses, les urgences vétérinaires surprises, les projets scolaires de dernière minute pour mes jeunes frères et sœurs. J'ai assumé ce rôle il y a des années, en partie parce que je voulais aider et en partie parce que personne d'autre ne le faisait jamais. Je n'ai jamais attendu de remerciements, mais je suppose que je ne m'attendais pas non plus à ce qui s'est passé. En grandissant, ma mère avait cette façon de rendre l'amour conditionnel. Par exemple, si vous étiez utile, vous étiez valorisé. Si vous sortiez du rang ou pire, si vous exigiez quelque chose pour vous-même, vous étiez égoïste. J'ai appris très tôt à garder la tête baissée et à faire le travail. Mon père est parti quand j'avais 10 ans et après cela, je suis devenu en quelque sorte l'homme de la maison par défaut. Mon jeune frère Trevor n'avait que 5 ans à l'époque. J'ai pratiquement aidé à l'élever, je l'ai aidé avec ses devoirs, je suis resté à la maison quand il était malade, je lui ai même appris à faire du vélo. Et puis il y a ma mère, Marcy. Elle a 61 ans maintenant, mais trouve toujours le moyen de faire sentir à tout le monde qu'ils lui doivent quelque chose. Elle avait ses moments de chaleur, bien sûr, mais il venait toujours avec une condition. Une faveur, une dette non dite. Pendant des années, j'ai aidé. J'ai remboursé la fin de son prêt automobile quand j'avais 25 ans. J'ai couvert les factures d'eau et d'électricité plus de fois que je ne peux le compter. Elle m'appelait quand Internet ne fonctionnait pas, quand le chauffe-eau faisait encore ce bruit, ou quand la télécommande de sa télévision ne marchait plus. J'étais toujours là. Même après avoir déménagé à 28 ans et acheté mon propre petit appartement à l'autre bout de la ville, je faisais le trajet un week-end sur 2. Je l'aidais toujours à gérer ses factures parce qu'elle ne faisait pas confiance aux services bancaires en ligne. J'apportais toujours les courses quand elle disait avoir oublié sa carte bancaire. Et cela ne me dérangeait pas vraiment. Je me disais que c'était la famille, n'est-ce pas? Ce n'est que l'année dernière que les choses ont commencé à changer d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. Trevor, qui a 27 ans maintenant, venait de se fiancer à une fille nommée Megan. Megan est bien, un peu opiniâtre, un peu faussement douce, mais j'ai essayé de m'entendre avec elle. Elle ne s'est jamais vraiment montrée chaleureuse avec moi, cependant. Elle faisait toujours cette grimace quand j'arrivais au dîner de famille, comme si j'étais le choriste à un concert. Elle ne voulait que la tête d'affiche. Pourtant, je ne voulais pas causer de problème, alors j'ai continué à venir, j'ai continué à être le bon fils, le frère aîné fiable. J'ai un fils, moi aussi. Son nom est Ethan. Il a 7 ans. Intelligent, un peu timide, mais infiniment curieux. Sa mère et moi nous sommes séparés quand il avait 3 ans, mais nous gérons la coparentalité assez bien. Ethan reste avec moi la plupart des week-ends, et honnêtement, il est la meilleure partie de ma semaine. Le regarder construire des villes en Lego ou essayer de lire le journal comme un adulte, cela me ramène à la réalité. Quand les choses semblent chaotiques, il est la seule chose qui a du sens. L'été dernier, j'ai décidé de faire quelque chose de grand. J'avais reçu une belle prime au travail, et je voulais l'utiliser pour offrir à la famille quelque chose que nous n'avions pas eu depuis des années, de vraies vacances. Pas seulement un voyage d'un week-end au lac ou un barbecue dans le jardin. De vraies vacances en famille en bonne et due forme. J'ai passé des semaines à faire des recherches. J'ai trouvé un magnifique chalet à louer à la montagne. 4 chambres, une salle de jeu pour les enfants, un jacuzzi près des sentiers de randonnée, quelque chose pour tout le monde. J'ai avancé les frais. Plus de 4000 $, mais je me suis dit que je pouvais l'absorber. Je n'ai demandé à personne de me rembourser. Je voulais juste un souvenir, un moment où nous pourrions tous être ensemble et vraiment profiter les uns des autres. J'en ai parlé à maman en mai. Sa réponse, nous verrons. C'était tout. Pas d'enthousiasme, pas de questions, juste un haussement d'épaules vague et évasif, comme si j'avais proposé d'apporter une nouvelle recette de gratin, mais j'ai insisté. J'ai réservé l'endroit pour la fin juillet. J'ai envoyé un message de groupe avec tous les détails. Trevor n'a jamais répondu. Megan a répondu avec un emoji pouce en l'air. Classique.
Malgré tout, j'étais excité. J'ai commencé à planifier de petites choses pour rendre le séjour plus spécial. Des kits pour faire des guimauves grillés, un programme pour les soirées cinéma, j'ai même fait des itinéraires plastifiés parce que je suis ce genre de personne. Ethan était aux anges. Il me demandait chaque week-end combien de jours il restait avant le grand voyage au chalet. Puis, 2 semaines avant notre départ prévu, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'étais chez ma mère pour réparer le robinet qui fuyait dans sa cuisine quand je l'ai surprise au téléphone avec Trevor. Elle parlait de projets pour la fin du mois et mentionnait des vols. J'ai pensé qu'ils allaient peut-être quelque part avant le voyage au chalet, alors je lui ai posé la question quand elle a raccroché. Oh, a-t-elle dit avec désinvolture en s'essuyant les mains sur un torchon. Trevor et Megan m'ont invité à les rejoindre pour un voyage en Floride. Juste une petite escapade. Rien de grand, en Floride. J'ai cligné des yeux. Quand? Elle a hésité. Eh bien, cela chevauche un peu le voyage au chalet, alors je suppose que nous devrons le manquer. Mais vas-y, toi et Ethan. Vous allez quand même vous amuser. Je me souviens être resté planté là, tenant une clé à molette dans la main, ne sachant pas vraiment quoi dire. J'ai ri au début parce que je pensais sincèrement qu'elle plaisantait. Tu abandonnes le voyage que j'ai planifié? Celui que j'ai payé, ai-je demandé. Elle m'a lancé ce regard. Celui qui dit que je réagis de manière excessive. Blake, ce n'est pas très grave. Trevor avait déjà prévu cela. Et honnêtement, cela semblait juste plus simple comme ça. Semblait plus simple, ai-je dit, abasourdi. Plus simple sans Ethan et moi. Je n'ai pas dit cela, a-t-elle répondu trop rapidement. Tu l'as un peu fait. Elle a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Je pense juste que ce sera moins stressant. Megan n'est pas à l'aise de voyager avec trop de monde en ce moment. Et tu sais, Ethan est difficile à gérer. Il a 7 ans, ai-je dit, et il était excité pour cela. Je suis désolé, a-t-elle dit, mais il n'y avait aucune sincérité là-dedans. Juste un discours fatigué. Les choses changent. Je n'ai pas dit grand-chose après cela. J'ai réparé le robinet. Je suis rentré chez moi. J'ai dit à Ethan que le voyage était annulé. Il n'a pas pleuré, mais il est devenu très silencieux. Il s'est juste assis sur le canapé et a regardé le sol. Plus tard, je l'ai trouvé en train d'essayer de fourrer tous ces dinosaures en jouets dans son sac à dos. Au cas où nous irions quand même, a-t-il dit. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond et quelque chose s'est un peu brisé en moi. Je n'étais même pas en colère, du moins pas de manière bruyante, en criant. C'était plutôt comme un détachement profond et froid, comme si quelque chose qui m'avait toujours retenu à eux s'était tranquillement dissous. Je n'ai pas envoyé de message à ma mère pendant un moment après cela. Je n'ai pas pris de nouvelles, je n'ai pas répondu quand elle m'a envoyé une photo floue d'un palmier avec la légende « J'aimerais que tu sois là ». Et je n'ai absolument pas répondu quand elle a envoyé un message de groupe identifiant Trevor et Megan sur une photo de famille à la plage. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle m'a appelé, et pas pour s'excuser. Non, elle a appelé parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi la facture d'électricité n'avait pas encore été payée. Blake, je viens de recevoir un avis de la compagnie d'électricité, a-t-elle dit. Ils disent que le paiement est en retard. D'habitude, tu t'occupes de cela à cette période. J'étais assis à la table de ma cuisine, en train de trier des formulaires scolaires pour Ethan. J'ai laissé le silence s'installer un peu trop longtemps. Allô, a-t-elle dit, irritée maintenant. Tu devrais demander à ceux que tu as emmenés en vacances, ai-je dit calmement. Il y a eu un blanc au bout du fil. Un long silence. Et qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Je n'ai pas expliqué parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà décidé que quelque chose dans notre dynamique allait changer et que je n'allais plus être celui qui payait pour tout, littéralement ou émotionnellement. Mais je ne lui avais pas encore révélé le plan complet, loin de là. Et quand j'allais le faire, cela allait la frapper comme une tempête. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant quelques jours après cet appel téléphonique. Je me suis dit qu'elle bouillait de colère. Elle pensait peut-être que je bluffais, que je faisais juste un petit caprice parce que mes sentiments avaient été blessés. C'est ainsi qu'elle présentait toujours les choses quand je me défendais. Tu es dramatique, disait-elle. Ou, tu prends toujours les choses trop personnellement. Elle ne comprenait pas qu'il ne s'agissait pas du voyage. Pas vraiment.
C'était le point culminant d'années passées à être silencieusement le plan de secours, le baby-sitter intégré, le bricoleur non rémunéré, le distributeur de billets humains. Mais cette fois, je suis resté silencieux. Je n'ai pas cherché à la contacter. Je n'ai pas cédé. Et ce silence a dû commencer à l'atteindre car une semaine plus tard, elle m'a envoyé un message qui disait « Eh, pouvons-nous parler ? Je pense que tu as tout mal compris. » Je l'ai ignoré. Puis un autre. Trevor et Megan ne voulaient pas t'exclure. Les choses se sont juste passées ainsi. Je l'ai encore ignoré. La vérité est que j'étais fatigué d'être mal compris seulement quand cela l'arrangeait. Et j'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer, comme Ethan, qui avait commencé à poser moins de questions sur le voyage, mais qui était devenu plus collant. J'ai remarqué qu'il avait commencé à vérifier plusieurs fois si les projets allaient vraiment se réaliser maintenant. Par exemple, si nous disions que nous irions au parc, il disait « Tu es sûr que cela ne sera pas annulé ?» Le genre de choses qui vous touchent plus profondément que vous ne l'imaginez. Cela m'a donné l'impression de l'avoir laissé tomber d'une certaine manière. Même si je savais que je n'étais pas celui qui lui avait coupé l'herbe sous le pied. Vers cette époque, Trevor a commencé à apparaître de plus en plus dans les publications Facebook de ma mère. Il y en avait une de lui et Megan debout sur un balcon à Miami tenant des cocktails assortis avec une légende qui disait « Tellement fier de mon fils et de ma future belle-fille. » Future belle-fille. Comme si Megan était déjà de la famille, plus que moi et mon propre enfant. Une autre était une photo de trois dans un restaurant en bord de plage en train de rire devant des huîtres. Elle l'a identifié, la meilleure semaine de tous les temps avec mes personnes préférées. Ethan a vu l'une des photos par-dessus mon épaule. C'est grand-mère, a-t-il demandé. Oui, mon grand, ai-je dit, en détournant l'écran. Juste de vieilles photos. Elle a dit que nous allions y aller aussi, a-t-il marmonné. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement ma blessure. Elle ne m'avait pas seulement trahi moi, elle l'avait trahi lui aussi. Et Ethan, que Dieu le bénisse, n'avait même pas encore tout le vocabulaire émotionnel pour exprimer ce qu'il ressentait. 3 semaines plus tard, j'ai découvert qu'ils organisaient une fête de fiançailles pour Trevor et Megan chez ma mère. Elle ne m'a pas invité. Enfin, pour être juste, elle l'a fait. Techniquement, j'ai reçu une invitation électronique transférée par quelqu'un d'autre, un cousin que je n'avais pas vu depuis des mois. Pas de message personnel, pas d'appel téléphonique, pas de « et ». Je sais que les choses ont été tendues, mais j'espère que tu viendras. Juste une invitation numérique qui disait « Rejoignez-nous pour célébrer l'amour de Trevor et Megan ». Et un repère de localisation qui menait directement à la maison dont j'avais aidé à payer le revêtement extérieur il y a 3 ans. Au début, je n'allais pas y aller. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction, mais quelque chose s'est tordu en moi et je me suis dit « Non, tu vas y aller. Tu vas les regarder dans les yeux. Tu vas leur montrer ce qu'ils ont jeté. » Je n'ai pas amené Ethan. Je n'avais pas l'intention de lui faire subir cela. Au lieu de cela, je l'ai déposé chez sa mère et j'y suis allé seul en voiture. Je portais une chemise boutonnée et un jean. Rien d'extravagant, mais présentable. Quand je me suis garé, j'ai réalisé que des voitures bordaient déjà les 2 côtés de la rue. Il devait y avoir 30 ou 40 personnes là-bas. Des rires s'échappaient de l'arrière-cour avec l'odeur du service de traiteur, un barbecue d'après l'odeur. Je suis entré par le portail latéral. Personne ne m'a remarqué au début. J'ai vu Megan entourée d'un groupe de ses amis, gloussant en ouvrant un cadeau emballé dans du papier argenté. Trevor se tenait à proximité avec une bière, ayant l'air fier de lui. Et maman, elle rayonnait. Elle ne faisait pas que sourire, elle rayonnait complètement. Elle portait ce chemisier corail et des boucles d'oreilles en or que j'ai reconnues comme étant celles que je lui avais achetées pour la fête des mères il y a 2 ans. Les mêmes dont elle avait dit un jour qu'elle n'était pas vraiment son style. Je suppose qu'elle l'était maintenant. Quand elle m'a enfin aperçu, son sourire a vacillé pendant une seconde, juste une fraction de seconde. Puis elle l'a affiché à nouveau et s'est approchée avec un verre de vin à la main. « Blake » a-t-elle dit d'une voix forte et enjouée. « Tu as pu venir. » « Ouais » ai-je dit d'un ton plat. J'ai fini par recevoir l'invitation. « Oh, ne sois pas comme ça » a-t-elle dit en balayant le commentaire. « C'est une célébration. »« C'est sûr » ai-je dit. Tout cela pour Trevor. Cela a dû coûter une fortune. Elle a cligné des yeux, puis a haussé les épaules.
Cela en vaut la peine. Il va se marier. C'est une chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Je lui ai lancé un regard. Alors, c'était ça, les vacances en famille. Sa mâchoire s'est contractée. Elle n'a pas répondu. Blake, a-t-elle fini par dire d'une voix plus calme maintenant. Pouvons-nous ne pas faire cela ici, s'il te plaît? Bien sûr, ai-je dit en souriant toujours. Ne le faisons pas. Je ne voudrais pas rendre quoi que ce soit plus simple. Je ne suis pas resté longtemps. Peut-être 20 minutes. Juste assez longtemps pour qu'il sache que j'étais là. Assez longtemps pour voir avec quelle facilité ils m'avaient remplacé. À quel point ils avaient à peine remarqué mon absence jusqu'à ce que j'apparaisse. Je suis parti sans dire au revoir. Une semaine plus tard, j'ai reçu le vrai coup de poing dans le ventre. Maman m'a appelé. Cette fois, elle n'y est pas allée par 4 chemins. Pas de fausse joie, pas de culpabilisation subtile, juste un sentiment de droit absolu. Blake, je dois te demander quelque chose. Elle a dit, quoi maintenant? Eh bien, Megan et Trevor parlent de prendre un nouveau logement, quelque chose d'un peu plus grand, peut-être avec un jardin pour quand ils auront des enfants. Je me demandais si tu serais prêt à te porter garant. J'ai presque ri. En fait, non. J'ai vraiment ri au téléphone. Tu veux que je me porte garant d'un prêt immobilier pour Trevor? Elle s'est éclaircie la gorge. Cela signifierait beaucoup pour lui. Tu sais à quel point il est difficile pour les jeunes couples de se qualifier de nos jours. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi exactement? Blake, allez. Tu es dans une bonne situation financière. Tu es célibataire. Tu n'as pas autant d'obligations. J'ai un enfant. Tu vois ce que je veux dire, a-t-elle dit rapidement. Trevor est ton frère. La famille est de la famille. Cette phrase maudite, la famille est de la famille. Je l'avais entendue tellement de fois au fil des ans. Généralement juste avant qu'on ne me demande de renoncer à quelque chose. C'est drôle, ai-je dit, parce que je n'ai pas vu beaucoup de cette aide familiale quand je rassemblais de l'argent pour réparer l'ordinateur portable de l'école d'Ethan ou quand je couvrais ta facture de chauffage l'hiver dernier. Ce n'est pas juste, a-t-elle rétorqué. Me demander de mettre mon nom sur un prêt pour quelqu'un qui vient de m'exclure, moi et mon fils, d'un voyage de famille et qui a organisé une fête sans nous ne l'est pas non plus. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Blake, tu ramènes toujours tout à toi. Tu t'accroches à ces petits affronts et tu les transformes en quelque chose qu'ils ne sont pas. Trevor n'est pas parfait, mais il essaie. Et Megan, eh bien, elle fera partie de cette famille, que cela te plaise ou non. J'aimerais juste que tu puisses les soutenir comme tu dis que tu me soutiens. Je te soutiens, ai-je dit, je le fais depuis des années. Alors agis en conséquence. C'était le moment, le vrai point de rupture. Pas le voyage annulé, pas la fête de fiançailles, pas même l'audace de demander une faveur pour un prêt immobilier. C'était d'entendre ma mère me dire d'agir comme si je la soutenais après avoir passé plus d'une décennie à être l'échafaudage silencieux qui soutenait sa vie. Tout cela pendant que Trevor traversait la vingtaine avec à peine un souci au monde. Toujours protégé, toujours loué, toujours l'enfant gâté. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de douloureusement simple. Je ne faisais pas partie de cette famille. Pas de la même manière qu'eux. J'étais un outil, une ressource, un filet de sécurité. Et une fois que j'ai cessé de remplir cette fonction, je suis devenu jetable. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai raccroché et je n'ai pas rappelé, mais j'ai commencé à planifier discrètement, soigneusement, car s'il pensait que j'en avais fini, il n'avait pas été attentif. Il n'avait pas vu ce que j'avais appris toutes ces années en maintenant les choses ensemble. Il n'avait pas vu à quel point je contrôlais réellement les choses, et ils étaient sur le point de le découvrir. Après avoir raccroché au nez de ma mère ce jour-là, je n'ai pas bougé pendant un moment. Je suis juste resté assis là, sur le bord de mon lit, fixant le téléphone dans ma main comme s'il allait sonner à nouveau, et qu'elle dirait par magie quelque chose de différent, quelque chose de gentil, quelque chose d'humain. Mais bien sûr, cela ne s'est pas produit. Elle avait dit ce qu'elle pensait. Et plus important encore, elle pensait ce qu'elle disait. Pour la première fois de ma vie, je me suis enfin permis de croire qu'il ne restait aucune partie de moi qui voulait m'expliquer ou essayer de lui faire comprendre à quel point cela faisait mal.
J'ai réalisé alors que j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de gagner quelque chose qui n'allait jamais m'être donné librement. Le respect fondamental, pas même l'amour. Je pense que j'ai renoncé à espérer un amour inconditionnel il y a longtemps, mais juste un respect simple, décent et mutuel. Et si elle ne pouvait même pas m'accorder cela après tout ce que j'avais fait, alors à quoi me raccrochais-je? Pourtant, les retombées ont frappé fort, plus fort que je ne le pensais. Vous imaginez toujours que vous séparer d'une famille toxique sera valorisant, comme si vous alliez claquer la porte et marcher vers le coucher du soleil, enfin libre. Mais cela ne ressemblait pas à cela. Pas au début. C'était un sentiment de vide, comme si le sol sur lequel je me tenais avait disparu. Et je tombais au ralenti, attendant de toucher le fond. Les quelques semaines qui ont suivi ont été difficiles. J'ai commencé à mal dormir. Je restais éveillé la nuit à repasser en boucle de vieilles disputes, de vieilles fêtes, et même de bons souvenirs, mais ils semblaient tous empoisonnés maintenant. Je me suis surpris à faire défiler d'anciens messages d'elle. Encore un petit merci, Blake. Tu m'as sauvé la vie. Des messages qui me faisaient autrefois me sentir apprécié, mais qui se lisaient maintenant comme un client remerciant un caissier d'avoir emballé ses courses. Poli, vide, transactionnel. Je n'ai pas dit à beaucoup de gens ce qui s'était passé, pas même à mes amis proches. Je n'étais pas prêt à le dire à voix haute. Une partie de moi était encore embarrassée, comme si j'avais été arnaqué sans même l'avoir vu venir. Et pire encore, comme si j'avais laissé mon fils s'y retrouver mêlé lui aussi. Un soir, environ un mois plus tard, Ethan et moi étions assis sur le sol du salon en train de construire un château en Lego. Il était concentré sur le pont-levis pendant que je m'occupais des tours. À un moment donné, il a levé les yeux et a demandé, « Papa, est-ce que nous allons toujours chez grand-mère pour Noël ?» La question m'a frappé comme un camion. Je ne savais pas quoi dire. Nous étions en octobre. Nous n'avions même pas encore acheté de costume pour Halloween. Et il était là, pensant à Noël, se demandant s'il serait toujours le bienvenu dans une maison qui se fichait de savoir s'il venait ou non. J'ai hésité. Nous ferons peut-être quelque chose de différent cette année, ai-je dit lentement. Peut-être juste nous. Peut-être quelque chose d'amusant. Il a penché la tête. Comme quoi? J'ai fait une pause. Que voudrais-tu faire si c'était n'importe quoi? Il a réfléchi une seconde. Pouvons-nous aller dans la neige? J'ai souri même si mon cœur me faisait mal. Oui, mon grand. Je pense que nous pouvons faire cela. Cette nuit-là, après qu'il soit allé se coucher, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des endroits pour faire un voyage père-fils en décembre. Je n'avais pas l'argent que j'avais quand j'ai réservé le chalet à la montagne pour tout le monde, mais j'en avais assez. J'ai trouvé un Airbnb confortable dans le Vermont, une petite cabane en rondin, pas luxueuse, mais parfaite pour deux. Une cheminée, des collines pour faire de la luge à proximité, et même un minuscule village de Noël sur le thème des trains à une demi-heure de là. Je l'ai réservé le soir même. Ce voyage est devenu la première brique de ce que j'allais réaliser plus tard comme étant ma reconstruction. À peu près à la même époque, quelque chose a changé au travail. J'étais dans la même entreprise depuis près de 9 ans. Gestion de projet dans une entreprise technologique de taille moyenne. Un emploi stable, de bons avantages, rien de prestigieux. Mais le nouveau vice-président avait observé discrètement les contributions de chacun au cours du dernier trimestre, et apparemment mon nom revenait sans cesse. On m'a offert l'opportunité de diriger une nouvelle initiative d'intégration des clients. Quelque chose à haute visibilité, à haute responsabilité, et pour la première fois, à haute reconnaissance. Normalement, j'aurais douté de moi. Je me serais demandé si j'étais vraiment la bonne personne, si je devais attendre encore un an, mais j'ai dit oui sans hésiter. Je me suis lancé à corps perdu dans ce projet. Pas par vengeance ou pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose où l'effort équivalait à la récompense. Où mon travail était vu, et non tenu pour acquis. Où je pouvais construire quelque chose sans que personne ne s'en attribue le mérite. Mes week-ends restaient consacrés à Ethan. Nous avons commencé à en faire un rituel. Des crêpes le samedi, puis une sorte de mini-aventure, le musée des sciences, une randonnée tranquille, un match de football, juste nous. Et le dimanche soir, après l'avoir déposé chez sa mère, je rentrais chez moi, j'ouvrais une bière artisanale et je passais 1 heure à écrire dans mon journal. Au début, c'était désordonné et plein de colère.
page après page sur « Comment ont-ils pu ? Pourquoi ne s'en souciait-elle pas ?» Mais lentement, cela a changé. J'ai commencé à écrire sur ce à quoi je voulais que ma vie ressemble. Sur ce que je voulais qu'Ethan retienne de ces années. Sur le genre de père que je devais être. Pas seulement pour le protéger, mais pour lui montrer comment s'éloigner quand les gens cessent de vous traiter correctement. C'était étrange de voir tout l'espace que j'avais soudainement. L'espace émotionnel, l'espace mental, l'espace financier. Même la facture d'électricité n'a pas augmenté de façon aléatoire parce que maman avait laissé le chauffage à fond pendant une semaine. Je ne répondais plus aux appels concernant des robinets cassés ou des problèmes de nuisibles dans une maison où je ne vivais pas. Je n'achetais plus de courses pour 3 foyers. Et j'ai commencé à remarquer à quel point mon téléphone était devenu silencieux. Trevor n'a jamais cherché à me contacter. Pas une seule fois. Pas pour demander pourquoi je n'étais pas venu à Thanksgiving. Pas pour prendre des nouvelles d'Ethan. Rien. Ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La confirmation finale est venue quand une amie commune de la famille, ma tante Denise, m'a contacté. Elle et ma mère avaient été proches autrefois, mais elle s'était éloignée au fil des ans. Elle m'avait toujours bien aimé, cependant. Elle m'a appelé à l'improviste un soir. « Et, Blake » a-t-elle dit doucement. « Cela te dérange si je te demande quelque chose ?» « Bien sûr » ai-je dit prudemment. « J'ai vu une photo sur Facebook. Ta mère l'a publiée. La fête prénatale de Trevor et Megan. » J'ai cligné des yeux. « Une fête prénatale ?» « Oui » a-t-elle dit. « Apparemment, Megan est enceinte de 6 mois. » Mon estomac s'est noué. « Ils ne te l'ont pas dit. »« Non » ai-je dit en essayant de garder une voix égale. « Ils ne l'ont pas fait. »« Je suis tellement désolé, mon chéri » a-t-elle dit. « Je me suis dit que vous gardiez peut-être cela privé. Mais quand j'ai posé des questions sur toi, ta mère a dit que tu faisais tes propres trucs ces jours-ci, comme si tu avais quitté la famille. » J'ai laissé échapper un rire sec. « Ouais, je suppose que c'est une façon de présenter les choses. » Denise a hésité. « Je voulais juste que tu saches. Je vois ce qui se passe et ce n'est pas juste. » Après avoir raccroché, je suis resté assis là pendant un long moment. Enceinte de 6 mois. Cela signifiait que Megan était déjà enceinte quand j'ai reçu cet appel pour me porter garant d'un prêt immobilier. Quand ils m'ont demandé de mettre mon nom sur une maison qui serait pour leur nouvelle petite famille, une famille dans laquelle ils n'avaient aucune intention de m'inclure. C'était la dernière petite lueur d'espoir qui brûlait dans un coin de mon cœur. Et elle s'est complètement éteinte. Mais cette fois, cela ne ressemblait pas à une perte. Cela ressemblait à de la clarté. Je ne faisais plus partie de leur histoire. Mais c'était peut-être une bonne chose. Quand décembre est arrivé, j'avais terminé le projet d'intégration et on m'avait offert une promotion, le poste de chef d'équipe officiel, une augmentation, mon propre bureau. J'ai accepté sur le champ. Ethan et moi sommes partis pour notre voyage dans le Vermont quelques jours avant Noël. Le chalet était parfait. Nous avons construit un bonhomme de neige, bu du chocolat chaud, veillé tard pour regarder des films de vacances à l'eau de rose. Je lui ai même fait la surprise d'un train miniature que nous avons installé sous le petit arbre que l'hôte de l'Airbnb avait laissé décorer. Un soir, alors que nous nous préparions pour aller au lit, il m'a regardé et a dit « C'est le meilleur Noël de tous les temps ». Je n'ai pas pleuré. Pas avant qu'il ne soit endormi car j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Je ne reconstruisais pas ma vie. Je la construisais pour la première fois. Et cette fois, je ne la construisais pas pour des gens qui ne me voyaient que comme quelqu'un d'utile. Je la construisais pour nous, Ethan et moi. Mais je n'avais pas terminé. Pas tout à fait. Car même si j'avais trouvé la paix, je n'avais pas oublié tout ce qu'ils avaient considéré comme acquis, et bientôt, j'allais reprendre quelque chose. Pas par dépit, pas par colère, mais parce que c'était à moi, et qu'ils n'avaient même jamais pris la peine de dire merci. Quand nous sommes rentrés du Vermont, tout était différent, et pas seulement en surface de manière évidente. Quelque chose en moi s'était endurci, mais pas de manière amère. J'avais abandonné le besoin d'eux. Et avec cette liberté est venue une étrange forme de clarté. Pour la première fois de ma vie, je pouvais les voir pour ce qu'ils étaient vraiment. Ma mère, Trevor, Megan, non pas à travers le brouillard de la culpabilité ou de l'obligation, mais à travers le prisme de la vérité.
Et la vérité était qu'il ne m'avait jamais vraiment considéré comme un membre de la famille. Pas dans un sens significatif. J'étais un pilier de soutien, un coussin financier, le gars qui disait toujours oui. Celui qui ne dirait jamais « et moi ». Alors, quand j'ai arrêté de faire ces choses, arrêté de les conforter. Ils ont traité cela comme une trahison, ce qui était drôle en réalité car ils me trahissaient depuis des années. Ils le faisaient juste avec le sourire aux lèvres et des verres de vin à la main. Ce voyage avec Ethan a rendu une chose douloureusement claire. J'avais la responsabilité de le protéger pour qu'il ne devienne pas une version de moi-même. Un homme élevé pour penser qu'il doit gagner l'amour par le travail, le silence et le sacrifice. Et une partie de cela consistait à lui enseigner par des actes que certaines limites valent la peine d'être défendues. Certaines lignes, une fois franchies, méritent des conséquences. J'ai commencé à planifier en janvier, calmement, méthodiquement, non pas parce que je voulais du drame. Bien au contraire. Je voulais de la précision. Je voulais que ma vengeance soit du genre dont on ne peut pas se sortir en criant. Pas une explosion, pas un caprice public. Je n'allais pas crier, jeter quoi que ce soit, ou écrire une publication Facebook comme ma mère le faisait souvent après le moindre désagrément. Non, la mienne serait silencieuse et permanente. La première étape fut juridique. Voyez-vous, à l'époque où ma mère a commencé à prendre du retard dans le paiement de ses factures, c'était il y a peut-être 6 ou 7 ans, je l'ai aidée à refinancer la maison. Son crédit n'était pas excellent. Elle avait des mois de retard sur le prêt immobilier, et elle était terrifiée par la saisie. Alors, je suis intervenu, j'ai utilisé mon crédit, mes revenus et mon nom pour obtenir un nouveau prêt immobilier. Elle ne pouvait pas obtenir l'approbation d'un prêt, alors je suis devenu copropriétaire. Techniquement, je possédais 51%. À l'époque, elle a pleuré et a dit qu'elle me rembourserait chaque centime. Elle ne l'a pas fait, mais je n'ai jamais insisté. J'ai laissé couler année après année parce que je me disais, à quoi bon? C'est la famille. Mais maintenant cela signifiait quelque chose de complètement différent. Alors, j'ai appelé un avocat spécialisé en droit immobilier, je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé les documents, l'accord, la structure de propriété. Nous nous sommes rencontrés 2 fois en personne. Il était minutieux, calme et étonnamment direct. Blake, a-t-il dit à la fin de notre 2e réunion, en tapotant le dossier sur son bureau. Vous êtes sur le papier le propriétaire majoritaire de cette maison, ce qui signifie que vous avez des options. L'expulsion, ai-je demandé, je ne suis même pas sûr d'aimer le mot. Il a secoué la tête. Pas exactement, mais vous pouvez forcer une vente ou à tout le moins récupérer le contrôle financier. Si vous le vouliez, vous pourriez exiger qu'elle rachète votre part à la valeur actuelle du marché. Et si elle ne peut pas, vous pourriez mettre la propriété en vente. C'était surréaliste, comme tenir un détonateur que je ne savais pas que je portais. Je n'essaie pas d'être cruel, lui ai-je dit. Je veux juste récupérer ma vie. Alors mettons-nous au travail, a-t-il dit. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à monter un dossier, chaque paiement que j'avais effectué, chaque réparation que j'avais couverte, chaque centime qu'elle avait dit qu'elle me rendrait et qu'elle n'a jamais rendu. Il a créé une trace écrite si propre qu'on aurait pu manger dessus. Chaque message, chaque virement bancaire, chaque reçu Venmo des années avant qu'elle n'apprenne à utiliser Zelle. En même temps, j'ai commencé à appeler un peu partout pour voir si je pouvais en savoir plus sur la situation de logement de Trevor et Megan. Ils avaient été silencieux, ce qui m'inquiétait plus que s'ils s'étaient vantés. Ma cousine Vanessa, une bonne âme qui a toujours un peu vu clair dans les politiques familiales, a été celle qui m'a mis au courant. Ils essaient de faire approuver un prêt immobilier depuis septembre, a-t-elle dit. Je pense que le crédit de Megan n'est pas excellent. Celui de Trevor n'est pas beaucoup mieux. J'ai entendu dire que ta mère allait se porter garante. J'ai failli m'étouffer. Ma mère? Ouais. Elle a dit à mon père qu'elle pourrait mettre la maison en garantie pour un prêt personnel. Il m'a fallu une bonne minute pour assimiler cela. Elle allait risquer ma maison pour les aider à obtenir une autre maison. Elle ne m'excluait pas seulement. Elle planifiait dans mon dos, en utilisant un actif lié à mon nom pour construire un avenir pour l'enfant gâté et sa femme tout en me gardant discrètement dans l'ignorance. La rage que j'ai ressentie n'était pas bruyante. Elle était froide. Calme. Le genre de fureur qui ne vous fait pas crier, elle vous fait planifier.
Mon avocat a rédigé une lettre d'intention formelle. Si ma mère ne pouvait pas racheter ma part de la maison dans les 60 jours, je me réservais le droit de vendre. Nous avons inclus un historique détaillé de mes contributions, plus de 46 000 $ de paiement, réparation, amélioration et couverture de taxes foncières. Nous avons également inclus une note précisant que légalement toute tentative d'utiliser la maison comme garantie sans mon consentement serait considérée comme une fraude hypothécaire. Je ne l'ai pas encore envoyée. Le moment choisi avait de l'importance. Au lieu de cela, j'ai commencé à assainir mon propre profil financier, j'ai remboursé la fin de mon prêt automobile, j'ai consolidé mes prêts étudiants à un meilleur taux, j'ai créé un budget infaillible et j'ai commencé à épargner agressivement. Je ne me préparais pas seulement à réclamer ma part dans cette maison. Je me préparais à être complètement intouchable. Au travail, les choses ont continué à grimper. Mon équipe venait de conclure avec notre plus gros client à ce jour, et mon nom était attaché à chaque étape du processus. Mon patron a mentionné ma performance lors d'une réunion de département et m'a qualifié de moteur silencieux qui fait tout avancer. C'était la première fois dans ma vie professionnelle que je me sentais vraiment vu. Et pourtant, à travers tout cela, mon téléphone restait silencieux. Pas un mot de Trevor. Pas d'excuse de ma mère. Juste le silence jusqu'à la mi-mars. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Elle m'a appelé, la voix enjouée comme si de rien n'était. Et Blake, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, ai-je dit. En effet. Je voulais prendre des nouvelles pour Pâques. Je pensais que nous pourrions faire un brunch. Juste la famille. Peut-être une petite chasse aux œufs pour Ethan. Je n'ai rien dit. Elle a insisté. Trevor et Megan vont faire une grande annonce. Je ne peux encore rien dire, mais disons simplement que cela pourrait impliquer une révélation du sexe du bébé. J'ai laissé le silence s'étirer un peu trop longtemps. Puis j'ai dit, en fait, je ne viendrai pas. Elle a semblé surprise. Quoi? Pourquoi pas? Je pense que tu sais pourquoi, ai-je dit. Blake, a-t-elle dit, la voix se serrant. Cela devient ridicule. Cette histoire de voyage est derrière nous depuis des mois. Ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Je l'ai fait, ai-je dit, c'est bien là le problème. Un autre silence. Puis elle a dit quelque chose qui, pensait-elle, me culpabiliserait. Tu vas punir ton propre neveu ou ta propre nièce juste pour prouver quelque chose? Et c'est là que j'ai su. Elle ne comprenait toujours pas. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas encore. Il s'agissait de clarté. Non, ai-je dit, je vais protéger mon fils des gens qui le traitent comme une pièce de rechange. Elle s'est moquée. Tu es encore dramatique. Non, ai-je dit calmement. Je suis stratégique. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais elle allait le comprendre. Le lendemain matin, mon avocat a envoyé la lettre et le compte à rebours a commencé. 60 jours. 60 jours pour me racheter ou se préparer à perdre la maison. Je ne l'ai pas prévenue. Je n'ai pas répondu quand elle a appelé ou quand elle a envoyé un message 20 minutes plus tard. Qu'est-ce que c'est? Tu es sérieux. Mortellement sérieux. Et je ne bluffais pas parce que ce qu'ils avaient construit, cette illusion d'une petite famille parfaite, reposait sur des fondations qui m'appartenaient. Et ils n'ont jamais pensé une seule fois à demander si je voulais en faire partie. Mais c'était d'accord. J'avais 51%. Et cela allait avoir plus d'importance qu'ils ne l'avaient jamais réalisé. Les retombées ont commencé exactement 13 jours après la livraison de la lettre. Je me souviens de la date car c'était la première fois depuis des années que ma mère se présentait chez moi à l'improviste. J'ai entendu frapper à la porte alors qu'Ethan et moi étions au milieu d'une séance de crêpes du samedi matin. Il avait du chocolat étalé sur la joue et ricanait devant la forme d'une crêpe qui ressemblait vaguement à un dinosaure. On a frappé à nouveau, plus fort cette fois. Pas urgent, juste avec arrogance. J'ai ouvert la porte et elle se tenait là. Marcy, ma mère, dans toute sa gloire moralisatrice, les bras croisés. Pas de bonjour, pas de sourire. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit d'un ton plat. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je ne l'ai pas invitée à entrer. J'ai reçu ta lettre, a-t-elle dit. Je suppose que c'est une sorte de blague. Ce n'est pas une blague, ai-je dit calmement. Tu menaces vraiment de vendre la maison, de me jeter hors de chez moi.
Pas chez toi. J'ai corrigé, chez nous, et je ne menace pas. Je t'offre une opportunité légale de racheter ma part. Si tu ne peux pas, alors oui, je lancerai une vente. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. Celle qui ne bronchait pas. Pourquoi fais-tu cela, a-t-elle finalement craché, après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai cligné des yeux. Tu veux dire tout ce que j'ai fait pour toi? Elle s'est lancée dans l'un de ces monologues de culpabilisation classiques sur le fait de m'avoir élevé seule. Sur les sacrifices qu'elle avait faits. Sur le fait que Trevor avait besoin de plus parce qu'il était sensible et que j'étais toujours indépendant. Sur la façon dont Megan lui avait apporté de la joie pendant une période difficile. Pas une seule fois elle n'a mentionné Ethan. Pas une seule fois elle n'a reconnu que mon fils, son petit-fils, avait été nonchalamment effacé de chaque événement familial au cours de l'année écoulée. J'ai écouté en silence. Quand elle a finalement terminé, j'ai posé une question. As-tu les moyens de racheter ma part? Elle m'a dévisagé. Tu sais que je ne peux pas. Alors il te reste 57 jours pour trouver ce que tu vas faire. Elle est partie en trombe. Et ce fut la dernière conversation civile que nous avons eue. Je m'attendais à de la résistance, bien sûr, à de la manipulation émotionnelle, à des commérages familiaux, peut-être même à des menaces juridiques. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à la rapidité avec laquelle la façade commencerait à se fissurer une fois que l'argent était en jeu. La nouvelle s'est répandue vite. Ma cousine Vanessa m'a envoyé un message 2 jours plus tard. Ta mère dit aux gens que tu lui voles sa maison. Tu veux que je rétablisse la vérité? Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'impliquer. Elle l'a fait quand même. Et apparemment, elle n'était pas la seule à voir à travers la mise en scène. Ma tante Denise m'a rappelé. Blake, je veux juste que tu saches que j'ai lu la lettre. Ta mère me l'a montrée, espérant probablement que je prendrais son parti, mais tout ce qui s'y trouve me semble juste. Ce soutien discret a signifié plus que je ne l'espérais. Mais le véritable rebondissement s'est produit lorsque Trevor m'a contacté par email. Pas de salutations, pas d'excuses, juste un court message irrité. Qu'est-ce que tu fabriques? Maman est un désastre. Tu sais qu'elle ne peut pas te payer. Laisse tomber. J'ai répondu par une seule phrase. C'est drôle. Je ne me souviens pas que tu sois intervenu pour l'aider quand elle avait besoin de soutien pour son prêt immobilier il y a 6 ans. Il n'a pas répondu. Au bout de 30 jours, le ton de ma mère a changé. Plus de messages de colère. Au lieu de cela, elle a laissé un message vocal, la voix douce, tremblante. Blake, j'ai peur. Je ne sais pas où j'irai. C'est ma maison. C'est là que je t'ai élevé. Je ne suis pas parfaite, mais ne pouvons-nous pas trouver un autre moyen? J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Puis j'ai supprimé le message. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre se soucier de quelqu'un et être responsable des conséquences de ses actes. Elle a eu 60 jours pour arranger les choses. Et elle a choisi le déni. Au jour 43, l'escalade a commencé. J'ai reçu un appel d'une banque, un prêteur hypothécaire. Il voulait vérifier une demande d'utilisation de la propriété comme garantie pour un prêt personnel. Je me suis figé. Qui a soumis cette demande? L'agent a hésité. Je ne suis pas autorisé à. Je suis Blake Moran, les jeux interrompus. Propriétaire principal de la propriété en question. Si mon nom est utilisé sans mon consentement, c'est de la fraude. Vérifiez à nouveau vos documents. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, je vois. Je vais faire remonter cela à notre service juridique. J'ai raccroché et appelé mon avocat immédiatement. Dans les 2 heures, il avait déposé une injonction de cesser et de s'abstenir. Ce n'était plus seulement du désespoir. C'était de l'imprudence. Ils essayaient de me contourner, pensant probablement que s'ils poussaient assez fort, je céderais, mais je n'ai pas cédé. J'ai déposé les documents pour forcer une vente. Lorsque l'agent immobilier s'est présenté pour faire une évaluation, ma mère a refusé de le laisser entrer. Elle lui a crié dessus de derrière la porte moustiquaire, l'a accusé de harcèlement, lui a dit que j'étais mentalement instable. Il m'a appelé après, déconcerté. Blake, j'en ai fait des dizaines comme cela,
mais je n'ai jamais été réprimandé par une femme en pantoufles avant même d'arriver dans l'allée. Je me suis excusé. Elle est compliquée. Nous avons reprogrammé, cette fois avec une ordonnance du tribunal autorisant l'accès à la propriété. Au jour 54, la maison était officiellement mise en vente. Et puis, c'est devenu laid. Trevor s'est présenté à mon bureau. Pas d'avertissement, pas de rendez-vous, il a juste fait irruption dans le hall comme si l'endroit lui appartenait. Je l'ai trouvé en train de se disputer avec la réceptionniste. « Faites descendre votre frère, disait-il. Ou je ne pars pas. » Je suis sorti et je lui ai fait face calmement. « Tu as 2 minutes. » Il s'est lancé dans son discours. Sur le fait que j'humiliais la famille. Sur le fait que j'avais provoqué des crises de panique chez notre mère. Sur le fait que Meghan était enceinte et ne pouvait pas gérer le stress. Il a essayé de me faire me sentir petit, égoïste, sans cœur, et je suis resté là, silencieux. Quand il s'est arrêté pour reprendre son souffle, je lui ai posé une question. « Trevor, sais-tu combien de fois j'ai couvert le prêt immobilier avant même que maman ne te dise qu'elle avait des problèmes ?» Il a eu l'air confus. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit exactement? J'ai dit, tu n'as jamais demandé. Je suis retourné à mon bureau et je l'ai laissé planter là. Il n'est jamais revenu. Au jour 60, la maison a été sous contrat. Nous avons eu 3 offres. J'ai accepté la plus élevée. Ma mère n'a eu d'autre choix que de déménager. Elle n'a pas appelé, n'a pas écrit, ne s'est pas présentée pour dire au revoir. Elle s'est juste évanouie dans un tourbillon de rubans adhésifs d'emballage et de publications Facebook passives-agressives. Et vous savez quoi? Je ne me suis pas senti triomphant. Je me suis senti propre. Les bénéfices ont été partagés. 51% pour moi, 49% pour elle. Après les frais de justice et les dettes impayées, elle est repartie avec beaucoup moins que ce qu'elle espérait. J'ai utilisé ma part pour payer mon appartement et j'ai mis le reste dans un fonds d'études pour Ethan. Il n'a jamais connu toute l'histoire. Je ne voulais pas qu'il grandisse en détestant qui que ce soit, mais il savait que grand-mère ne venait plus. Et il n'a pas demandé pourquoi. Je pense qu'au fond de lui, il le savait déjà. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une carte par la poste. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo de bébé. Le nouveau-né de Trevor et Meghan. Une fille. Il n'y avait pas de mots, juste le nom, Marcy. Je l'ai fixé pendant un long moment. La femme qui m'avait effacé avait donné son propre nom à un enfant. Comme si elle essayait de laisser un héritage. Mais un héritage ne se construit pas sur des noms. Il se construit sur des actes. Et le mien était enfin le mien. Je ne suis plus en colère. Je ne gaspille pas d'énergie à souhaiter que les choses se soient passées différemment. J'ai appris que l'on ne peut pas construire une vie paisible sur un sol instable. Parfois, il faut réduire les anciennes fondations en cendres avant de pouvoir poser de nouvelles briques. Le drame ne me manque pas. L'obligation ne me manque pas. Je ne regrette même pas l'espoir qu'il change parce que j'ai changé et au final, c'était cela la vraie vengeance. Je ne les ai pas détruits. J'ai juste refusé de continuer à les soutenir et quand je me suis éloigné, ils se sont effondrés tout seuls. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour du nouveau contenu.